Pour Piketty, une nouvelle pensée des Lumières pour les sciences humaines et de gestion. Rémi Jarda, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et directeur de la recherche à l'ISTEC et vous êtes chercheur associé au CNAM. Vous êtes l'auteur de ce texte dans les pages de la Revue française de gestion, donc le numéro 246 pour Piketty. Pourquoi avoir voulu produire un article consacré à Thomas Piketty? Dans les années 1960 est sorti un ouvrage qui s'appelait « Pour Marx ». Oui. C'est donc bien sûr une allusion quelque part à cet ouvrage collectif, même si en réalité la perspective pikettienne est totalement différente de la perspective marxiste. Il n'en reste pas moins que l'impact, le séisme intellectuel et social provoqué par cet ouvrage est tout à fait considérable. Alors on va revenir sur le succès de cet ouvrage. Vous démarrez dans votre texte en y allant un peu fort. Vous dites « On peut publier une avancée majeure de ces travaux sous forme d'ouvrage », sous-entendu pas nécessairement sous forme d'article académique, et en retirer un impact considérable. Piketty l'a fait, avec l'écho que l'on sait. Pourquoi ce succès de cet ouvrage? Je pense que le principal succès de cet ouvrage, c'est que Piketty, très raisonnablement, défend une vision relativement égalitaire, méritocratique de nos sociétés plutôt consensuelles. Et en même temps, il prouve par A plus B, séries statistiques mondiales, historiques à l'appui, recoupées, recalibrées et recroisées, que cette méritocratie est en cours de destruction massive par des dynamiques inhérentes au capitalisme lui-même. Oui. En ce sens-là, Thomas Piketty bascule presque de l'économie à la gestion. On va y revenir, mais c'est là aussi que vous nous invitez à nous en saisir. Alors, revenons sur Piketty, sur sa thèse. Sa thèse, c'est une accumulation de richesses et vous évoquez la grande divergence. Alors, bon, j'assume la paternité de ce terme, peut-être quelque peu imprudent, je ne sais pas si Piketty s'y reconnaîtrait, mais il me semble que c'est bien ça le message clé. C'est-à-dire que ce que nous montre Piketty, c'est que la richesse s'accumule de manière quasiment inexorable, quelle que soit, on va dire, la volonté des acteurs des uns ou des autres. Il n'y a aucun complot là derrière, il n'y a aucune vision complotiste derrière ça. Néanmoins, les séries statistiques de longue durée le montrent, corrigées d'un certain nombre d'accidents de l'histoire, nous allons vers une concentration de plus en plus forte de la richesse mondiale dans quelques mains et dans un nombre de mains qui sera de l'ordre de la dizaine, pas plus. C'est le fameux R supérieur à G, c'est ça, hein, c'est le rendement du capital supérieur au taux de croissance. Alors, que le rendement du capital, c'est-à-dire de la richesse qu'on a déjà, qui produit elle-même de la richesse, soit plus important que la croissance économique, quelque part, tout le monde le savait, mais personne n'en avait vraiment tiré les conséquences de manière aussi systématique, ni en quelque sorte prouvé la pertinence avec des bases de données vraiment claires. Le problème avec ça, c'est que nous allons de manière inexorable dans une société qui est devenue tellement riche que, quelque part, lorsque l'on travaille, lorsque l'on suit le progrès de l'économie, on n'arrivera jamais à rattraper ceux qui ont hérité du patrimoine accumulé lors des générations précédentes. Donc, la méritocratie dans tout ça, où est-elle? Puisque quelque part, le poids du passé efface totalement la capacité d'initiative du présent et du futur. En quelque sorte, une société entre guillemets de classe moyenne est en train d'éclater sous nos yeux, dans nos pays, mais ultérieurement dans le monde entier. Et c'est en quelque sorte ça, la grande divergence qui inexorablement s'annonce et progresse. Bien sûr. Alors, entre Fukuyama et Rosanvallon, vous évoquez une œuvre-monde de Thomas Piketty. Qu'est-ce que vous entendez par une œuvre-monde? C'est une œuvre qui vise à embrasser à travers l'ensemble des disciplines toutes les dynamiques qui font que les êtres humains, dans des sociétés ou hors des sociétés, adoptent un certain nombre de comportements aux résultantes collectives, parfois volontaires ou involontaires, mais qui n'en sont pas moins néanmoins massives. Donc, c'est évidemment une allusion aux grands historiens de type Braudel ou Wallerstein ou autres. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la portée de l'œuvre de Piketty de ce point de vue-là. Alors, c'est peut-être aussi la limite de l'exercice, c'est que Piketty prévoit néanmoins pour le XXIe siècle une forme de stabilisation de l'économie sans destruction massive de capital. En cela, il y a une sorte de fin de l'histoire du capital
tel que Fukuyama avait prédit lui-même une fin de l'histoire, on va dire, classique à la Hegel, en estimant que la victoire de l'économie de marché serait globale suite à la chute du communisme. On peut, bien entendu, toujours émettre des doutes sur cette capacité. Il n'en reste pas moins qu'a priori, c'est ce que tout le monde a l'air de vouloir souhaiter, quelque part, qu'il n'y ait pas de destruction massive dans le siècle à venir. Mais si on en tire les conséquences, alors on aboutit à un certain nombre de caractéristiques du monde futur qui sont tout sauf réjouissants. Et nous y participons déjà, volontairement ou involontairement. C'est ça qui est fort. Vous poursuivez en évoquant, avec Piketty, les obscurantismes mainstream et les obscurités marxistes, en insistant bien sur le fait que ces deux pans-là sont dénoncés par Piketty. Alors, on a un certain nombre de personnes, on voulait dire, bon, finalement, Piketty, c'est assez de gauche, c'est du marxisme, c'est même du marxisme de sous-préfecture. Un examen un peu attentif de l'ouvrage, je dirais une simple lecture, montre qu'on est très 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 loin du marxisme, non seulement parce que Piketty n'a de cesse, à part le principe d'accumulation du capital, de dénoncer les insuffisances méthodologiques, théoriques, je dirais même d'expression de Marx, et également parce que la posture de Piketty n'est pas du tout celle d'un marxiste bon-teint qui viserait à être plutôt lui dans une pensée du soupçon, en pensant que le débat public, tout ça, c'est la superstructure de la société qui essaie de réfléchir au devenir du monde, alors que les vraies dynamiques sont souterraines et que pour changer ça, il faudra faire la révolution. Piketty, lui, est un homme des Lumières. Il croit aux vertus des débats publics, il croit aux débats citoyens. Donc, en quelque sorte, il est beaucoup plus proche de Condorcet que de Robespierre. D'accord. Alors, quels enseignements, au fond, de ce voyage dans l'œuvre de Piketty pour le chercheur en gestion? Comment se saisir de cette œuvre pour en faire quelque chose? Pendant un certain nombre d'années, il a été de bon ton de considérer la gestion comme une discipline ancillaire, petite fille, petite dernière au sein des grandes sciences humaines, notamment petite sœur un peu boiteuse de l'économie. Ce qui est intéressant, c'est de constater que Piketty, lui-même économiste, adresse un certain nombre de critiques à toutes sortes de travaux qui sont en quelque sorte la recherche hors sol, que l'on retrouve également dans notre discipline. Je cite un certain nombre d'expressions de Piketty. La passion infantile de ses collègues pour les mathématiques et les spéculations théoriques. La façon dont il fustige les théories dites à agents représentatifs. Songeons à la théorie de l'agence largement répandue dans nos manuels, voire nos publications. Pour lui, tout ceci, ce sont finalement des travaux qui ne visent qu'à obscurcir le champ du savoir et à occulter, à détourner les débats des vrais sujets. Et en retour, je pense que si un économiste lui-même dit ça, nous en gestion, qui avons parfois des complexes par rapport à cette discipline, nous devons nous poser a fortiori encore plus ce genre de questions. Pour Piketty, une nouvelle pensée des Lumières pour les sciences humaines et de gestion, un texte de Rémi Jarda à retrouver dans le numéro 246 de la Revue française de gestion. Merci de votre venue et de votre éclairage. Merci de votre patience.